Parce que c'est bon. Du coup, merci d'être avec nous ce midi. Comme le disait Sébastien, l'idée c'est de vous rejouer notre présentation pendant le DevCon. Slide en anglais, mais du coup vocal en français aujourd'hui. Où ce qu'on a exploré avec Quantou et Sébastien et moi-même, c'est comment on peut exploiter l'IA générative, mais de façon, voilà, là on parle de façon sécurisée et de données privées où finalement le challenge, c'est pas simplement de comment je peux intégrer de l'IA générative dans l'iFrame, c'est plus de le dire d'une certaine manière avec des contraintes. C'est comment je peux le faire sur mes datas qui sont on-prem dans l'iFrame et qu'il n'y ait aucun appel d'IA qui sorte. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de données, de cette donnée privée qui est stockée, qui doit aller à l'extérieur pour revenir dans mon on-prem. Il faut que tout se passe on-prem. Voilà l'idée du talk. L'idée, c'est vraiment de vous présenter un petit peu cette exploration-là, de donner un petit peu voilà, des partages de connaissances dans notre exploration, à la fois sur l'IA générative, mais aussi dans le cadre de l'exploitation de cette donnée et comment on installe tout ça on-prem. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est ouais, de raconter cette histoire-là, de partir finalement d'un besoin qu'on a créé avec ces contraintes que je viens d'expliquer. Évidemment, d'avoir un petit moment démo pour vous montrer à quoi tout ça peut ressembler. Et puis, évidemment, là, notre idée, c'est vraiment que ça soit le plus interactif possible. Donc, on va faire en sorte d'avoir quand même du temps, assez de temps pour pas mal d'échanges et de questions à la fin. Et je passe la main à Quantou pour nous parler de l'expérience utilisateur. Voilà, donc expérience utilisateur, ici, bah, on va améliorer l'expérience utilisateur bah, en transformant la recherche traditionnelle en conversation à l'aide d'un assistant IA qui exploite les données et répond à la place de la recherche normale, traditionnelle, entre guillemets. Voilà, donc on a fixé quelques besoins pour être proche au contexte entreprise réel ou contexte réel, quoi. Tu peux te filer, s'il te plaît. Oui, pardon. Voilà, donc quelques besoins clés, déploiement flexible, donc on peut déployer sur on-prem ou Live SaaS, d'où le choix de faire tout en client extension. Donc, sécurisation des données, donc lui, comme nous en avons déjà parlé, donc pas de données à l'extérieur, donc tout est en interne. Donc, ici, on peut pas, on écarte la piste où on va appeler ChatGPT ou Gemini. Voilà, donc toute donnée reste dans le système. Et c'est comme la recherche traduction. Il faut respecter les contrôles de permission. Donc, si l'utilisateur n'a pas permission de voir un donné, bah, l'assistant ne peut pas proposer dans la réponse. La besoin finale, c'est bah, la réponse doit être cohérente avec le contexte des données, éviter toutes les trompeurs ou hallucinations. Euh, Tu peux définir, s'il te Oui, plaît. bien sûr. Ouais, voilà, donc là, ici, juste pour préciser, quand on parle d'IA, c'est bien IA générative, un sous-domaine dans le domaine IA en global, qui prend beaucoup de succès après la vague de machine learning, deep learning et tout, quoi. Donc, vas-y, tu peux passer vite fait. Voilà. Donc, pour construire notre assistant IA, on se base sur trois composants principaux. Donc, la première, c'est Semantic Sauce. Donc, ici, c'est plus la recherche par mots-clés, mais c'est la recherche sémantique. Donc, derrière, bah, le système comprend l'intention
derrière la recherche de l'utilisateur. Donc, il peut proposer le résultat de recherche plus proche de ce que l'utilisateur veut chercher. Vas-y, s'il te plaît, Ouais, avancez. deuxième composant. Ouais. Voilà, deuxième composant, on parle de IA génératif, donc un modèle NNM, donc Large Language Model. Donc, modèle IA NNM permet de générer du texte, des images, parfois des vidéos. Mais ici, bah, en fait, il peut générer le texte et répondre la question de l'utilisateur avec la langage naturel compréhensif, quoi. Vas-y, s'il te plaît. Voilà. Et la troisième composant pour euh, combiner les deux premiers composants de Semantic Search le modèle NNN, c'est un système de RAC, donc, avec un peu de prompt engineering qui permet de combiner les deux composants, Semantic Search et NNN. On va aller dans les détails de chaque composant dans les slides à venir. Euh, Vas-y, s'il te plaît. Du coup, le premier composant, on parlait de recherche sémantique. Du coup, c'est vraiment le fait de... Et là, je pourrais vous renvoyer à un meet-up qu'on avait fait avec Elastic, où Fabien et moi, on avait présenté Mm, un peu plus en détail le fonctionnement dans l'iframe. Et l'idée, c'est de transformer du texte en vecteur pour faire de la recherche en langage naturel. Euh, Dans l'iframe, ça utilise les blueprints. Parce que le principe, finalement, c'est de dire à l'iframe, quand un utilisateur lance une recherche, je veux pas que tu fasses de la comparaison de mots-clés, je veux que tu fasses de la comparaison de vecteurs parce que je veux traiter une question ou voilà, un ensemble de mots-clés, mais comme du langage naturel. Je veux comprendre ce qui est posé et je veux le comparer avec ce qui existe pardon, dans l'iframe. Donc, le blueprint, il va permettre de faire ça. Le blueprint, il va permettre de personnaliser comment on exécute une requête de recherche contre Elastic. Donc, on lui dit en gros dans le blueprint, au lieu de faire du mot-clé, je vais me faire du langage naturel. Grossièrement, c'est ça, mais c'est finalement de la configuration qu'on va appliquer dans l'iframe au niveau des blueprints. Ce que ça va supporter, ça va être plusieurs langages. Donc, vous pouvez très bien avoir derrière, je vais expliquer un petit peu le fonctionnement, mais vous avez un modèle qui va transformer ce texte en vecteur et on va pouvoir traiter par langue. Donc, on peut avoir des modèles qui sont multilangues et on va supporter ça dans l'iframe. Donc, il y aura du traitement de langage naturel dans plusieurs langues et sur plusieurs types d'assets. Aujourd'hui, on a principalement tout ce qu'on va avoir dans Content qui est. Alors, il y a du document qui a été rajouté récemment, il y a le web content, mais non structuré. Ça, c'est des choses aussi qui sont planifiées dans les choses qu'on veut supporter. Il n'y a pas encore les objets, mais pareil, c'est dans la roadmap. Mais on va voir les knowledge base notamment, les contenus non structurés, le wiki. Je crois que j'en oublie encore, mais il y a quand même quelques types d'assets qui sont supportés par défaut. Il y a plusieurs aussi embedding providers, donc c'est finalement les modèles d'IA qui sont calibrés pour faire de la transformation de texte en vecteur. Donc cette transformation-là, elle peut se faire, on pourrait interroger ChatGPT là-dessus, hein. Par ses API, on peut lui demander de faire ce travail-là. Il y a des modèles, au-delà de GPT, il y a des modèles embedding qui existent. On pourrait le demander à des modèles Hugging Face qui sont en SaaS, ou alors ça pourrait être des modèles qu'on a téléchargés et qu'on tourne sur notre système, et c'est ce qu'on verra un peu plus tard. Plusieurs dimensions de vecteurs. Parce que voilà, un vecteur va être de plusieurs dimensions, donc ça, je ne sais plus quelle est la taille maximale, je crois que c'est peut-être 2048, 1024 ou 2048. Euh, mais en gros, selon le modèle, c'est le modèle qui va dire combien il y a de vecteurs qui seraient générés. Ça dépend vraiment des modèles, s'il y a un domaine particulier, ce que ça couvre. Donc, euh, c'est une bonne chose à savoir en tout cas d'avoir cette flexibilité-là. Et c'est accessible par API REST. Ça va être intéressant dans le cas où justement, on développe en client extension. Donc, on a besoin finalement d'un endpoint qui soit accessible
plutôt par API REST que juste d'avoir quelque chose qui est accessible en interne Liferay ou SGI. C'est pas l'approche qu'on veut avoir. Et donc là, c'est un feature flag différent. Si vous le cherchez, c'est quelque chose comme Search Headless API, je crois. Quand vous activez ça, en fait, vous pouvez euh, demander à Liferay par API de retourner les résultats sur finalement une query que vous lui envoyez en utilisant un blueprint en particulier. Donc c'est ce qui nous intéresse. C'est-à-dire que j'ai une API qui est accessible où finalement je peux faire de la recherche en langage naturel parce que je lui ai précisé le blueprint qui faisait ça. Et ensuite, ce qui est intéressant dans notre cas, hein, c'est ce que disait Conto au début, c'est que ça respecte les permissions qui sont appliquées sur les contenus qu'on est en train de traiter. Donc un utilisateur à un autre qui pose la même question n'aura pas les mêmes résultats comme dans une recherche, je dirais, traditionnelle. Alors dans les faits, comment ça se passe? C'est au moment où vous indexez un contenu, un asset, on va dire de façon globale, puisqu'il y a plusieurs types d'assets. C'est-à-dire quand vous sauvegardez par exemple un contenu web, ça va l'indexer. Et quand on a activé la recherche sémantique, bah, avant d'indexer et de sauvegarder le document final dans Elastic, bah, on a besoin des vecteurs. Donc on va appeler le modèle qui va permettre de transformer le texte en vecteur. Ce modèle-là, aujourd'hui, on a alors on a trois providers parce qu'on a rajouté Vertex AI de Google récemment. Mais de base, on avait TXT AI et Hugging Face qui étaient supportés. Donc TXT AI pour du déploiement on-prem, Hugging Face pour une utilisation plus cloud. Ce modèle-là, bah, il va nous retourner des vecteurs. Et ces vecteurs-là, en fait, on va les rajouter en tant qu'attributs dans le document qui est sauvegardé dans Elastic. Donc si vous regardez maintenant vos contenus dans Elastic, bah, il y a tous les attributs que vous aviez avant, le titre, toutes les métadonnées, les dates de création, d'update, le contenu lui-même. Et maintenant, vous avez un nouveau attribut et des nouveaux attributs, puisqu'il y a le multilangue qui est supporté et le multidimension. Donc, il y aura un attribut qui s'appelle embedding underscore la dimension choisie du modèle, underscore, je crois, alors je ne sais plus dans quel ordre exact c'est, mais vous avez information de dimension et information de langue dans l'attribut. Donc, vous pourriez avoir plusieurs attributs qui contiennent des vecteurs. Et maintenant, j'ai laissé Sébastien nous parler du choix d'IA générative et de LLM. Voilà. Donc, la troisième partie là, du système qu'on vous présente, c'est basé sur un LLM. Donc, ce LLM, il faut le choisir. On sait maintenant que bon, les LLM, c'est hyper répandu. Donc, il y a un choix vraiment très vaste, très large, avec beaucoup de fournisseurs. Donc, quels vont être les critères de choix de ce LLM? Donc, déjà, il y a une histoire de taille de modèle. Donc, effectivement, plus le modèle est gros, plus il peut gérer des tâches complexes. Le problème étant, c'est qu'après, évidemment, un gros modèle, c'est potentiellement plus gourmand à faire tourner, etc. Dans notre cas, dans notre système, va pas y avoir besoin d'un gros modèle. Donc, on va se contenter d'un modèle plutôt petit qui va être parfait pour des tâches légères. On va voir un petit peu après pourquoi est-ce qu'un modèle léger est suffisant. Il y a la partie accès via API. Parce que c'est important en fait que le modèle il puisse être facilement adressable via une API et pas enfermé dans un système propriétaire qui serait par exemple utilisable que via un chat propriétaire ou des choses comme ça. Donc ça, c'est un critère important. Il y a le critère de la fenêtre de contexte. Dans un LLM, en fait, le LLM il va prendre en compte une partie en fait un certain nombre de tokens et une partie de la conversation qui a déjà eu en fait euh, en amont avec le système avec lequel il interagit. Et c'est important en tout cas dans notre contexte à nous là, d'avoir une fenêtre de contexte qui soit assez large pour pouvoir injecter pas mal de données. Et après, un point clé, c'est le type de déploiement, les capacités de déploiement. Si on utilise du chat GPT, par exemple, ben forcément, c'est sur les serveurs d'OpenAI, et donc ça peut poser des problèmes en termes de sécurité, de confidentialité, etc. Donc nous, ce qu'on cherche à construire dans le cadre en fait de cette présentation, c'est un système qui soit adapté pour un usage en entreprise avec des contraintes de sécurité élevées et des contraintes de confidentialité élevées, donc quelque chose qui serait complètement on-premise. Donc
pour ça, il existe plusieurs solutions, comme local AI, GPT-4All, GPT-4All et Ollama. Nous, on a retenu Ollama avec, donc Ollama, c'est un moteur qui permet de faire tourner différents modèles, en fait. On a retenu le modèle Ollama 3.2.3b qui correspondait en fait à tous nos critères. Mais de toute manière, du coup, le système qu'on a construit, on peut imaginer le faire tourner avec d'autres modèles qui fonctionnent avec Ollama en fonction des spécificités du contexte dans lequel ce serait déployé. Donc voilà pour la partie LLM. Maintenant, on va arriver à ce qui est en fait la pierre angulaire en fait, du système qu'on a construit, qui est le RAG. RAG pour Retrieval Augmented Generation. Parce qu'en définitive, ce qu'on vous présente, c'est une implémentation de RAG avec l'IFRAE. Alors, le RAG, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, le RAG, c'est pas un standard ou une technologie. Le RAG, c'est vraiment une technique, en fait. Donc, c'est parti en fait d'un papier de recherche il y a quelques années qui a en fait, introduit cette nouvelle approche qui consiste en fait à d'abord commencer par faire une recherche par rapport à une question auquel un LM devrait répondre. D'abord faire une recherche de manière classique dans des systèmes existants et toutes les données issues de cette recherche, les réinjecter dans la fenêtre de contexte, dans l'entrée du LLM pour qu'il puisse répondre de manière plus pertinente. C'est-à-dire que les informations nécessaires pour répondre à la question ne sont pas déjà contenues dans le modèle du LLM, les informations viennent de l'extérieur. Donc on va injecter à l'intérieur en fait du LLM, enfin de manière dynamique dans la conversation, à la fois la question posée par l'utilisateur, mais aussi en fait les éléments de réponse qui viennent d'un système de recherche tiers. Et lui en fait il va faire une synthèse de tout ça, il va répondre à la question en se basant sur les résultats de recherche. Parce que lui, il n'a pas déjà la réponse codée dans son modèle. C'est ça le principe. Donc l'intérêt de ça, c'est qu'effectivement, du coup, ça permet d'utiliser un modèle plus léger, puisque du coup, il n'y a pas besoin d'avoir toutes les informations dans le modèle. Ça va permettre aussi d'avoir des réponses toujours, on va dire, au fait des dernières données, les données les plus fraîches, parce que si vous encodez directement dans votre modèle toutes les connaissances, le problème, c'est que du coup, recréer un modèle à chaque fois, c'est un processus assez long et coûteux, donc c'est pas quelque chose qui va être fait toutes les minutes, par exemple. Alors que là, les données, elles sont à jour de manière instantanée, puisque à chaque fois qu'on va interroger le LLM, on va aussi interroger un système classique d'information qui va nous permettre de récupérer en fait les connaissances et les réinjecter dynamiquement dans le LLM via le prompt en fait. Voilà. Donc du coup, ça nous permet d'utiliser du coup d'un modèle léger qui va permettre du coup de le faire tourner on-premise. Parce que si vous avez un modèle très lourd, ça coûte cher à faire tourner. Là, en l'occurrence, le modèle léger, les coûts sont réduits. Ok. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le RAG, c'est pas quelque chose d'anodin dans un petit coin, c'est vraiment, on va dire, un des leviers de la révolution AI, parce que sans le RAG, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées en fait à faire. Et si vous intéressez un petit peu à ce qui se fait dans l'AI, vous vous apercevrez que la plupart des systèmes un peu modernes qui sont en train d'émerger, il y a du RAG à l'intérieur. Donc c'est vraiment une tendance forte, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer, le RAG. Et d'ailleurs, dans le très sérieux rapport de Southworth Tech Radar, là, depuis 2023, il est tagué comme étant une technologie, enfin, une méthode, pardon, parce que c'est pas une technologie, mais une méthode à adopter. Donc, on peut se dire que c'est vraiment une tendance qui a été forte en 2024 et qui va continuer en 2025. Donc, voilà pour le RAG. Maintenant, on va voir avec Louis-Guillaume comment ça s'intègre plus particulièrement en fait dans l'architecture du prototype qu'on a construit pour la présentation. Ouais, du coup, on va partir vraiment du use case, c'est-à-dire qu'on a un utilisateur qui est sur la plateforme, qui a une interface de chat et puis qui va poser une question. Pour produire une réponse, on va passer par tout ce qu'on a décrit avant, c'est-à-dire vraiment ces trois briques-là. Donc la première, vous vous rappelez, c'est traiter avec le langage naturel cette question-là. Donc là, on a besoin d'un modèle d'IA qui va créer les vecteurs, l'embedding model. Donc une fois qu'on a ces vecteurs-là, on va pouvoir faire une recherche, c'est le but du blueprint, hein, cette recherche de similarité qui va se faire contre une base de données vectorielle.
Donc on va rechercher, finalement, par rapport à notre vecteur, on va regarder, on va faire soit une similarité cosinus, soit un produit scalaire pour voir quels sont les résultats les plus proches du vecteur provient de la question. Une fois qu'on a fait ça, du coup, on a des résultats qui sont pertinents par rapport au sens de la question et pas par rapport juste aux mots-clés. Ça va, comme le disait Sébastien tout à l'heure, ça va permettre de rajouter du contexte au LLM pour lui dire, il faut que tu répondes à cette question-là, mais en te basant sur les connaissances qui ont été retournées, qui est une connaissance précise qui vient de ma base de données vectorielle. Donc on nourrit le contexte avec ces résultats pertinents. Ce contexte-là, bah, il est utilisé dans un prompt, hein. C'est comment est-ce que le LLM doit se comporter, c'est lui dire tu es un assistant qui doit aider à répondre aux questions. Voilà la question de l'utilisateur, voilà la connaissance que tu dois utiliser. Donc voilà, ça c'est tout le travail de prompt engineering qui doit être fait. Une fois qu'on a tout ça, bah, il y a le prompt, il y a le contexte. On le donne au LLM et ce LLM produit finalement la réponse qu'on va retrouver dans le chat. Donc c'est un petit peu ça le fonctionnement du RAG, et là on parle vraiment en dehors de l'iFrame. Maintenant, comment ça se concrétise? Bah, il y a quand même besoin, on parle de base de données vectorielle, mais vous en avez peut-être pas, mais par contre vous avez une base de données relationnelle ou non relationnelle. Et finalement, ces connaissances-là que vous avez dans une base de données plus traditionnelle, va falloir convertir toutes ces données-là dans une base de données vectorielle. Alors, vous avez je crois des plugins aujourd'hui, si vous êtes sur du Postgre, c'est des choses que Postgre peut faire, mais vous avez d'autres bases de données vectorielles qui émergent. Maintenant, dans un contexte Liferay, ce qui est intéressant, c'est justement que, avec ce qu'on a dit juste avant, on peut entourer tout ça en disant que ça, c'est la partie Liferay Semantic Search. On a déjà notre base de données dans Liferay. Je vous ai présenté Semantic Search, donc on peut se connecter à un fournisseur de modèles pour faire les vecteurs. Et puis, bah, notre base de données vectorielle, c'est finalement Elasticsearch. C'est aussi son travail. Et retourner à des résultats, du coup, ça fait partie de tout ce que peut fournir Liferay dans la partie recherche sémantique. Donc, pour la partie embedding model, c'est ce que je vous disais avant, c'est TextAI ou Hugging Face. La base de données vectorielle, donc Elastic, comme je viens de le dire. Et finalement, dans notre projet, tout le reste qui est à construire en Client Extension, c'est la partie bah, construire un contexte, construire un prompt, interroger un LLM et construire ce service-là. Et bah, finalement, aussi construire l'interface de chat qu'on veut avoir dans notre portail Liferay. Donc, comment ça se représente plutôt maintenant d'un point de vue des composants? Donc, on a le stack Liferay, on a notre Liferay DXP avec Elasticsearch. On a besoin de nos client extensions. Donc, je vous ai dit, on a choisi React Chatbotify pour la partie interface. Et pour la partie plus back-end, où finalement, bah, c'est plutôt interroger le LLM, dans notre cas, on a choisi de faire une client extension Spring Boot, dans laquelle on va utiliser LangChain4j pour toute la partie, justement, interroger Oyama et lui envoyer les prompts, le contexte, etc. Et justement, ça a besoin d'Oyama. Donc, à côté de ça, on a des services d'IA. Un, le Oyama pour faire la partie, vraiment le LLM qui va servir à la partie conversationnelle. Et l'Ifred XP a aussi besoin d'un modèle pour la partie génération de vecteurs. Et donc là, on a choisi TextAI. Je vous rappelle, là, on est vraiment dans un contexte où on veut tout on-prem. Donc Oyama d'un côté, TextAI de l'autre. Et vous voyez qu'on a deux modèles différents. Et dans le cas de TextAI, on a choisi le mini LM L6 V2. Voilà, pour des raisons de performance en local aussi sur les tests qu'on a pu faire. Et puis de pertinence aussi des résultats et des questions qu'on a pu lui poser. Donc voilà l'image un peu de ce qu'on a construit. Et je pense que maintenant, c'est parti pour une petite démo Quantou. Je vais arrêter le partage. Oui. Attends. Là. Ah, j'ai un problème de permission. Ah, pardon. Euh, Attends. Faut que je te mette non, non, les droits. Ah, permission sur mon poste. ah, ok.
Je ne sais pas s'il faut le faire là. C'est bon. Tac. Vous voyez mon écran ou Ouais, pas? super. Cool. Bon. Donc, j'ai une démo. Donc, je vais connecter avec un utilisateur lambda, normal, qui n'est pas test. Donc, je connecte avec user 1. Voilà. Euh, voilà. Donc, en fait, ici, on fait le démo sur les données importées de Stack Exchange sur le sujet de la bière. D'accord? Donc, comme ça, on a assez volume de données et c'est assez neutre. En fait, on ne peut pas faire faire les démos sur le vrai données entreprise et tout. Voilà, on se contenter sur ça. Donc, le chatbot, il est là. Donc, par exemple, si je pose une question sur quel est le bien qui a le taux de alcool le plus élevé, donc une question assez euh, complexe. Si on fait une recherche par mots-clés, peut-être il n'arrive pas à trouver la réponse. Donc, vous voyez ici, donc, en fait, le chatbot, il y a une réponse avec ce qu'on voulait chercher. Et en bas, il cite aussi les résultats de recherche, les résultats de recherche sémantique. Euh, C'est la voilà, par pour exemple. constituer la réponse, en fait. Parce que Voilà. ce que tu peux peut-être montrer, Quantou, c'est d'où vient, en fait, les données. Si tu vas sur la partie, si tu cliques sur l'onglet forum, Ouais, et on est là, ouais. voilà, ouais, tu cliques, ouais, ce que tu as montré tout à l'heure, retrouver Trouver quoi? Le... le poste correspondant. Parce qu'en fait, on Vas-y, peut pas. vas-y, continue. Mais tu pouvais cliquer sur la source, non, cette forme modale. Ouais, Là, ouais, ah, voilà. là, c'est perdu, là, je refais Ce qui se le même. passe, c'est que actuellement, c'est pas des liens directs pour un problème de limitation sur les API REST Liferay. C'est ça que je voulais dire. C'est que si on clique Ouais, actuellement sur le- la source, on voit le texte du post de forum. Par contre, on n'a pas le lien directement vers le post de forum dans le contexte de la page. Parce que là, on a voulu faire quelque chose qui fonctionnait uniquement avec des client extensions. Et si on passe pas par JI, en fait, on peut pas avoir directement le lien en fait vers le post de forum. Donc c'est pour ça qu'on a mis dans une pop-up uniquement le texte. Parce mm, que le, le service REST de Liferay renvoie bien le texte de l'asset correspondant du post de forum, quoi. Mais pas le lien. Pour avoir le lien, il aurait fallu qu'on rajoute quelque chose en plus au niveau AGI, mais le cahier des charges qu'on s'était fixé dans le cadre de ce prototype, euh, c'était de se limiter au client extension pour adopter complètement la nouvelle architecture Liferay. Mais il faut savoir que dans un autre contexte, ce RAG-là a été mis en œuvre sur un vrai projet, mais avec une version de Liferay plus ancienne et avec de l'OGI. Et là, du coup, le, le parcours était complet, quoi. ouais. Je fais un deuxième chat avec les permissions. Là, je suis euh, sur un autre site. Donc là, si je pose une question sur le prochain DEFCON, par exemple, et là, il dit, bah, il n'y a pas il ne trouve pas information sur ça. Parce que c'est un utilisateur lambda, il n'a pas l'accès aux informations un peu confidentielles. Ok. Et Mais si je... pour étendre là-dessus, pendant que tu te connectes sur l'autre utilisateur, ce Ouais. qui est intéressant aussi, sur le côté sécurité, c'est qu'il ne vous dit pas, toi, tu n'as pas le droit Mm. d'accéder. Un peu comme quand il y a eu le changement sur les 404 de Liferay, vous savez, quand il disait. C'était des 403, Ouais, avant c'était des 403 et maintenant c'est des 404.
Ouais, pour éviter merci. de suggérer que cette page existe, mais juste que tu n'as pas le bon user. Donc là, Et en fait, là, c'est pareil ici, mais dans le sens ouais, où le contexte qu'on a envoyé, c'est vraiment exécuter la recherche sémantique en tant que cet utilisateur-là. mm, Donc même le LLM ne sait pas qu'il y a d'autres informations qui existent. Il fait vraiment bêtement le travail d'une certaine manière, même si on parle d'intelligence, il fait bêtement le travail de regarder le contexte que tu as fourni qui est forcément limité. mm. Ah, donc là, j'ai changé utilisateur, je suis sur un utilisateur qui a droit admin, par exemple. Du coup, là, il a accès à un article qui parle un peu de DEFCON, de prochaine DEFCON, même si, bon, c'est pas grand-chose, mais là, c'est juste, il me dit, bah, Paris et Madrid, c'est dans le shortlist et le chatbot, il peut exploiter ces informations pour répondre. Évidemment, ce sont des informations pour la démo, c'est pas des vraies infos. C'est des fantasmes, mais c'est pour la démo. On ne sait pas où Euh, aura lieu la prochaine DEFCON en 2025. Ah, allô? Excusez-moi, on peut vous poser des questions ou non? Ou à la On, fin? on va faire à la fin, on va juste Ok. finir la démo rapidement et puis on passera aux questions. je pense que ouais, de mots, c'est fini. Après, vous pouvez. Attends, je vais partager juste quelques Ouais, slides du coup ouais, pour vas-y. clôturer. Pendant les questions, on pourra revenir sur la démo aussi, là. Ouais, Ouais. bien sûr. Tac. Du coup, il y avait d'autres. Je vous partage juste quelques titres. Il faut savoir que tous les talks de DEF CON étaient enregistrés. Donc, si vous voulez aller plus loin sur la recherche sémantique, il y avait un très bon talk de mon ami Petri qui justement a implémenté ça dans Liferay. Il y a aussi d'autres talks autour justement de l'utilisation de services d'IA externes pour enrichir l'expérience Liferay et autour des client extensions. Donc, si vous voulez plus d'infos sur des thèmes qu'on a touchés aujourd'hui, il y a ces talks-là qui sont disponibles sur YouTube en replay. Est-ce que je voulais clôturer avec une dernière idée, c'est de se dire que par rapport à ce qu'on a vu là de l'architecture, ce qui serait plutôt sympa, c'est de réduire évidemment toujours le travail à faire pour implémenter ce genre de choses. Et pourquoi pas avoir cette partie à droite, toute la partie back-end finalement qu'on a construit avec Spring Boot et Node.js dans Liferay DXP. Alors pourquoi je parle de cette idée, de ce petit fantasme encore une fois, de se dire voilà, il y a encore du travail qu'on pourrait avoir dans Liferay, c'est parce que c'est exactement le sujet auquel j'ai participé cet été dans un programme d'échange interne avec Fabien et d'autres collègues, dont Petri, que je vous ai présenté avant, où on a fait un module dans Liferay, où justement Liferay sert de back-end pour faire toute cette glue-là qu'on n'a pas forcément envie de faire, c'est-à-dire implémenter avec un framework de notre choix, utiliser LangChain4j ou un autre framework encore pour pouvoir interroger les différentes IA. C'était vraiment de dire que dans Liferay, on vous propose de faire des tâches d'IA. Donc ça peut être de la question-réponse comme le chat, mais par exemple, vous avez peut-être des sujets de faire des résumés. Chaque web content doit avoir un résumé. Il faut interroger un LLM derrière, faire de la traduction, faire de l'explication des recherches, des résultats de recherche, faire je ne sais pas, un bot dans un Slack qui va interroger une base de connaissances qui est dans Liferay, etc. Donc pour faciliter tout ça, nous, ce qu'on a fait, c'est un module directement dans Liferay qui utilise LangChain4j. Et derrière, vous, plutôt en low code, vous créez, vous définissez ce que doit faire votre tâche par une interface en lui disant, voilà, le prompt, c'est ça. Faut que tu fasses une recherche sémantique avant. Comme ça, je le passe en contexte. Puis après, tu as d'autres outils pour que tu peux donner aussi dans la configuration que tu fais de ta tâche pour dire tu peux créer des objets, tu peux créer du contenu, tu peux interroger un webhook par exemple pour avoir des données externes, une multitude de choses qui permettent de couvrir des use cases que vous auriez chez vos clients et que vous ne pouvez pas anticiper. Les clients, ils vont vous dire, c'est un peu comme quand ils vous demandent, ouais, je veux de l'IA générative. La question d'après pour vous, c'est, mais pourquoi faire? Et le pourquoi faire, on ne peut pas forcément l'anticiper nous. Et il va changer à chaque fois pour chaque projet. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui vous accélère l'implémentation de sujets d'IA dans Liferay pour qu'ensuite, ce que vous définissez comme une tâche d'IA soit accessible par une API REST que vous implémentez soit dans un fragment, soit dans un template,
soit dans une client extension. Voilà, on aura l'occasion d'aller plus dans le détail, je pense, dans un autre meet-up sur ce sujet-là. Mais je pense que c'était sympa de connecter justement avec ce qu'on a fait avant pour se dire pourquoi pas aller plus loin dans l'iFray, dans des sujets d'IA et comment est-ce qu'on pourrait y répondre. Voilà, merci.